Imaginons à l'instant l'équivalent biologique d'une mise à jour logicielle sur un téléphone. Ah, la fameuse mise à jour qui tourne en arrière-plan. Exactement. Le processus, on le connaît bien. L'installation tourne silencieusement, on ne remarque absolument rien sur le coup, on continue d'utiliser l'appareil normalement. Oui, et soudainement, au bout de quelques jours, tout le système se met à fonctionner avec une fluidité déconcertante. C'est ça. Les applications capricieuses ne plantent plus, la batterie semble tenir la charge miraculeusement plus longtemps, l'interface globale réagit au quart de tour. C'est une super analogie. Et j'imagine que tu vas me dire qu'il existe un équivalent dans la nature. Eh bien oui, dans l'immense catalogue de la pharmacopée végétale, il existe une boisson quotidienne, d'apparence totalement banale d'ailleurs, qui déclenche exactement ce type de processus en arrière-plan dans le corps humain. Une boisson que des millions d'individus consomment, machinalement, presque par réflexe à la fin d'un repas ou avant de dormir, sans même prêter attention à la biochimie complexe qui se met en place. Totalement. Et pourtant, cette simple infusion travaille en silence sur la mécanique digestive, l'acuité cognitive et la régulation du stress. Il s'agit bien sûr de la tisane de menthe poivelée ou menta piperita pour les experts. Et c'est notre sujet pour cette analyse. Les documents qu'on examine aujourd'hui offrent une fenêtre fascinante sur ce phénomène, principalement parce qu'ils s'appuient sur une observation stricte et documentée sur une période de 7 jours. Ouais. Et l'objectif de notre analyse détaillée des sources aujourd'hui, c'est pas de distribuer des louanges aveugles à une énième plante soi-disant miraculeuse. On veut comprendre la réalité physiologique brute. Exactement. Il faut séparer le folklore de la mécanique cellulaire. Pour comprendre cette mise à jour logicielle, il faut regarder ce qui se passe réellement dans l'organisme, heure par heure, jour par jour. Bon, décortiquons tout ça, parce qu'on parle d'une plante qui traîne derrière elle un bagage historique monumental. En lisant les sources, on s'aperçoit que la menthe poivrée n'a absolument rien d'une nouvelle tendance inventée par l'industrie du bien-être. Oh non, pas du tout. C'est un hybride naturel en fait, un croisement entre la menthe aquatique et la menthe verte, et ses ancêtres étaient déjà utilisés bien avant notre ère. Ouais, j'ai vu ça. On a retrouvé des feuilles de menthe dans les tombes égyptiennes datant de plus d'un millénaire avant Jésus-Christ. C'est fou, non? C'est incroyable. Et les Grecs et les Romains de l'Antiquité, ils ont parsemé leurs tables de banquet pour stimuler l'appétit et masquer les odeurs. Votre je vais identifier de manière purement empirique cette capacité à calmer le ventre et à rafraîchir l'esprit. Exactement. Et l'histoire de la médecine est jalonnée de ces moments où le microscope vient confirmer des siècles d'intuition. Les anciens n'avaient pas de spectromètre de masse, mais ils savaient observer les résultats. Et aujourd'hui, la recherche moderne s'empare de ces manuscrits anciens, pas pour s'en moquer, mais pour chercher la molécule exacte responsable de ces effets, le fameux code source de notre mise à jour. Voilà. Et les données scientifiques permettent d'isoler le composé actif majeur, celui qui porte sur ses épaules la quasi-totalité des effets thérapeutiques de la plante. Et ce code source, il porte un nom que tout le monde connaît, souvent deux noms seulement d'ailleurs, c'est le menthol. Le fameux menthol, oui. Et quand on suit le trajet de cette molécule dans notre système digestif lors des 3 premiers jours de l'observation, on découvre une véritable ingénierie de précision. Parce que ce n'est pas juste un vague sentiment de confort, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ce qui est fascinant ici, c'est que le menthol est une molécule hautement spécialisée. Lorsqu'une gorgée de tisane de menthe poivrée est ingérée, la sensation de fraîcheur qu'on ressent dans la bouche et la gorge, ce n'est qu'une illusion sensorielle. Une illusion, mais ça fait vraiment l'effet d'un glaçon. Je sais, mais la température de la boisson est chaude. En fait, le menthol vient se fixer sur des récepteurs très spécifiques de nos cellules, qu'on appelle les récepteurs TRPM8. D'accord. Et c'est quoi le rôle de ces récepteurs habituellement? Ils sont normalement chargés de détecter le froid environnemental. Donc, le menthol les pirate en quelque sorte et il envoie un signal de froid intense au cerveau. Ah, c'est super intelligent. N'est-ce pas? Mais son rôle majeur dans le système digestif se joue ailleurs. Il agit directement sur les canaux calciques des muscles lisses. Alors attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Parce qu'il y a un point crucial à clarifier avant d'aller plus loin dans la biologie. Vas-y, je t'écoute. Quand on boit une tisane, par définition, on ingère de l'eau chauffée à près de 90 degrés. Or, on sait parfaitement que l'application de chaleur sur le ventre, ça provoque une vasodilatation et ça détend les tissus. Comme une bouillotte posée sur l'estomac après un repas lourd, oui. Voilà, exactement. Et ça aide mécaniquement la digestion. Donc, en regardant les données de ces 3 premiers jours, est-ce qu'on est vraiment certain que c'est le menthol qui effectue ce travail de relaxation? C'est une excellente question.
Parce que ne sommes-nous pas simplement face à l'effet réconfortant et biologiquement apaisant d'une grande tasse d'eau brûlante? Alors, la chaleur joue indéniablement un rôle de facilitation thermique. C'est une certitude physiologique. L'eau chaude augmente l'afflux sanguin local. Donc ça fait une partie du travail. Oui, mais l'action du menthol opère à un niveau structurellement différent. L'eau chaude détend globalement par transfert thermique, mais elle n'interagit pas chimiquement avec les cellules musculaires. Et le menthol, lui, il le fait? Exactement, le menthol intervient chimiquement. Les intestins sont constitués de muscles lisses, c'est-à-dire des muscles qui se contractent de manière involontaire pour faire avancer le bol alimentaire. Et parfois, avec le stress ou une mauvaise digestion, ça se crispe? C'est ça. Sous l'effet du stress, ces muscles entrent en spasme. Ils se contractent trop fort de manière anarchique. Le menthol va alors bloquer l'entrée du calcium dans ces cellules musculaires. Ah, d'accord. Or, sans calcium, un muscle ne peut tout simplement pas se contracter. Exactement. C'est un ordre chimique direct de relâchement. L'image est saisissante. C'est comme si le menthol coupait littéralement le courant électrique qui provoque les crampes. C'est une très bonne façon de le visualiser. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort avec une clarté absolue des notes d'observation de notre document. Ouais, les textes indiquent qu'entre le 2e et le 3e jour de consommation régulière, une véritable bascule s'opère dans la mécanique du ventre. Les ballonnements s'atténuent considérablement, la digestion devient fluide. Et cette fameuse sensation de lourdeur après le repas, elle disparaît pour laisser place à une sensation de légèreté. Et je trouve ça particulièrement pertinent pour notre mode de vie actuel. Tu penses au rythme des repas heist? Oui, on vit dans une époque où les repas sont souvent avalés en 10 minutes, devant un écran d'ordinateur, dans un état de stress latent. Le système digestif est sous tension permanente. C'est clair. Et le menthol intervient pour desserrer cet étau intérieur de manière purement pharmacologique, pas juste psychologique. Et cette inhibition des canaux calciques explique pourquoi les gaz intestinaux se dissipent également, j'imagine. Tout à fait. Un intestin crispé retient l'air, ce qui crée un inconfort majeur. Un intestin relâché permet un transit normal et apaisé. L'observation sur cette première phase de 3 jours confirme donc une efficacité mécanique locale redoutable. Et c'est précisément à ce stade que le parcours de cette molécule devient presque surréaliste. Ah, on passe à la partie olfactive. Oui, parce que si le menthol accomplit des merveilles dans l'obscurité de notre système digestif, son action ne se cantonne pas du tout au niveau du nombril. Non, loin de là. Avant même que la première gorgée ne touche l'estomac, la vapeur qui s'échappe de la tasse remonte par les voies olfactives. L'odeur puissante de la menthe s'engouffre dans les fosses nasales et vient percuter directement le cerveau. Et ça déclenche une réaction cognitive qui semble être en totale contradiction avec ce qui se passe dans le ventre. La transition entre la mécanique intestinale et la neurologie olfactive, c'est vraiment la clé pour comprendre la complexité de cette plante. Oui, le nerf olfactif est l'un des accès les plus directs au système nerveux central. Exactement. Voici où ça devient vraiment intéressant. Quand on observe les jours 4 à 6 de notre document d'étude, on voit apparaître ce que j'appellerais le grand paradoxe de la menthe. C'est joliment dit. Un paradoxe parce que... D'un côté, on vient de le voir, le corps physique s'affaisse dans un état de relaxation profonde. Les muscles lisses se détendent. Mais de l'autre, sous l'effet du parfum seul de la plante, les capacités d'attention augmentent en flèche. Oui, le texte emploie d'ailleurs l'expression fascinante de fraîcheur cognitive. C'est exactement ça. C'est comme si on offrait au cerveau un casque à réduction de bruit ultra performant pour éliminer les pensées parasites. Et on retrouve une vigilance aiguë, tout en maintenant le corps installé dans un fauteuil incroyablement moelleux. Mais sur le papier, c'est un non-sens biologique. Comment la même molécule peut-elle endormir les intestins et réveiller l'esprit? Si on relie ça à une perspective plus large, on réalise que le cerveau possède des circuits de réception d'une extrême spécialisation. C'est-à-dire? Lorsque les molécules volatiles de menthol atteignent les récepteurs olfactifs et stimulent le nerf trijumeau dans la cavité nasale, elles envoient un signal fulgurant vers le système limbique. D'accord. Et aussi vers ce qu'on appelle la formation réticulée. C'est une zone du tronc cérébral impliquée dans la régulation de l'éveil et de la vigilance. Donc le signal de froid intense du menthol agit comme un coup de fouet sensoriel. Voilà, il force le cerveau à se focaliser, dissipant la brume mentale qui est souvent associée à la fatigue. Ce qui est fondamental ici, et que les sources soulignent avec force, c'est que cette vigilance n'a strictement rien à voir avec la stimulation provoquée par un café. Ah non! Ce sont deux mécanismes complètement différents. Il faut d'ailleurs s'arrêter sur cette différence car elle est majeure.
Oui, rappelons que la caféine fonctionne en bloquant les récepteurs de l'adénosine, la molécule qui dit au cerveau qu'il est fatigué. Et elle déclenche souvent, en parallèle, une libération d'adrénaline et de cortisol. L'adrénaline place l'organisme dans un état d'alerte, un état de survie. Ce qui se traduit physiquement par une augmentation du rythme cardiaque, des palpitations, des trucs comme ça. Oui, une légère sudation et parfois une agitation nerveuse très inconfortable. Le café emprunte de l'énergie à l'organisme qu'il faudra rembourser plus tard, sous forme d'un crash énergétique brutal. Et l'amande poivrée, elle, Elle ne déclenche absolument pas la libération de ces hormones de stress. donc aucune palpitation, aucun crash et surtout aucune interférence avec les mécanismes du sommeil profond si on en consomme en fin de journée. C'est une clarté mentale subtile, une vigilance paisible. Pour les travailleurs du soir, ou pour ceux qui doivent maintenir leur concentration sur les tâches complexes après 17 heures sans détruire leur nuit à venir, c'est vraiment l'outil cognitif idéal. La plante maintient l'intellect alerte via le nez, tout en continuant de détendre l'estomac en contrebas. C'est une ingénierie simultanée assez brillante. C'est clair, et le texte met également en lumière un autre effet de ce signal trigéminal vers la fin de la semaine d'observation, c'est l'action sur les maux de tête. Ah oui. Les céphalées de tension sont très souvent liées à une contraction des vaisseaux sanguins périphériques au niveau crânien, couplée à une fatigue mentale. Et le menthol agit là-dessus aussi. Oui, il possède un effet vasodilatateur modéré à ce niveau. En signalant cette sensation de froid, il modifie la perception de la douleur. Et il favorise un relâchement vasculaire qui peut dissiper ces petites migraines de fin de journée, c'est ça? Exactement. Au 5e, au 6e jour, les notes d'observation décrivent très clairement cet état de détente générale, à l'intersection du confort digestif et de l'apaisement crânien. Or, qu'est-ce que tout ça signifie Fisane? Devons-nous immédiatement remplacer l'eau potable par de la tisane de menthe poivrée dans toutes les canalisations de la ville? Ce serait tentant vu comme ça, mais non, surtout pas. Parce que brosser le portrait d'une plante qui apaise le corps physique, affûte l'esprit et dissipe les maux de tête, ça relève presque du conte de fées botaniques. C'est vrai, ça paraît trop parfait. Et il y a un mythe incroyablement pernicieux qui circule énormément de nos jours. Un raccourci intellectuel qui voudrait que, si c'est issu de la nature, c'est forcément inoffensif pour 100% de la population. Oui, le fameux appel à la nature. Il faut absolument briser cette croyance. Totalement. Une plante dotée d'une véritable force de frappe physiologique, capable de bloquer des canaux calciques et d'ordonner aux muscles lisses de se détendre, ça implique mécaniquement qu'elle peut causer des dégâts si elle est utilisée au mauvais endroit. Si la tisane force le relâchement musculaire de tout le tube digestif, il doit forcément y avoir un moment où une relaxation excessive pose un problème grave. Ce qui amène un vrai sujet. Oui, cela soulève une question importante et ça concerne l'anatomie même de notre digestion. Le système digestif n'est pas qu'un simple tuyau ouvert, il est compartimenté par des valves musculaires. Des sas de sécurité en quelque sorte. Voilà. Et l'une des plus cruciales est le sphincter œsophagien inférieur. C'est un muscle circulaire situé juste entre la fin de l'œsophage et l'entrée de l'estomac. Son travail, qui est vital, c'est de s'ouvrir pour laisser passer la nourriture, puis de se refermer hermétiquement, non? Exactement, pour empêcher les sucs gastriques, qui sont extrêmement acides, de remonter, brûler l'œsophage. C'est le fameux clapet anti-reflux. Et comme ce clapet est, par nature, un muscle lisse, eh bien, le menthol lui donne l'ordre de se détendre. Tu as mis le doigt dessus. Le menthol est aveugle. Il ne fait aucune discrimination entre les muscles lisses de l'intestin que l'on veut détendre pour éviter les spasmes et ce sphincter que l'on veut au contraire garder fermement contracté. Ah, c'est problématique ça. Très. En ordonnant le relâchement de ce sphincter, la tisane de menthe poivrée ouvre grand la porte aux remontées acides. Donc pour une personne souffrant de reflux gastro-œsophagien chronique ou de hernie hiatale, consommer cette boisson pour faciliter la digestion, c'est une erreur stratégique majeure. Ça va juste aggraver les brûleurs d'estomac. Le même composé qui offre un soulagement miraculeux à l'un peut déclencher une crise douloureuse chez l'autre. Les sources sont d'ailleurs catégoriques sur la prudence requise pour les femmes enceintes aussi. Oui, parce que leur sphincter œsophagien est déjà naturellement relâché par les hormones de grossesse. Il faut aussi de la prudence pour les individus sous traitements médicaux complexes. Le pouvoir d'une plante exige du discernement. Cette exigence de discernement nous amène logiquement aux méthodes d'extraction. Car pour bénéficier du menthol sans s'intoxiquer avec d'autres composés de la plante, il y a une chimie très précise à respecter. C'est vrai, la préparation est essentielle.
En lisant les instructions, on réalise qu'il faut totalement revoir nos habitudes. Il faut oublier l'idée profondément ancrée selon laquelle laisser infuser un sachet pendant 30 minutes rendra la boisson plus efficace. C'est faux et même contre-productif en fait. La méthode scientifique préconise une immersion de 5 à 10 minutes, pas une minute de plus. Et pourquoi cette fenêtre de temps si précise? La raison est strictement biochimique. Les principes actifs que nous recherchons, le menthol et la menthone, font partie des huiles essentielles de la plante. Donc ce sont des composés très volatiles. Voilà, ils sont extraits de la feuille par l'eau chaude dès les premières minutes de l'infusion. Si on dépasse la barre des 10 minutes, l'eau commence à extraire des composés beaucoup plus lourds, Comme quoi, par exemple? principalement des tanins et des polyphénols amers. Et ces tanins dégradent le goût, le rendant âpre. Oui, et ils peuvent même finir par irriter la muqueuse de l'estomac, annulant ainsi les bénéfices recherchés au départ. D'accord. Et sur la quantité, le verdict des 7 jours d'observation est tout aussi tranché. La posologie idéale se situe entre 1 et 2 tasses par jour maximum. C'est amplement suffisant. Boire des litres d'infusion ne fera pas digérer plus vite ni penser plus clairement. L'organisme sature et le miracle biochimique plafonne très vite. L'observation sur 7 jours insiste lourdement sur la notion de contexte de vie. Une tasse de menthe poivrée ne possède pas la capacité d'effacer les conséquences d'un manque de sommeil chronique, par exemple. Ni d'une sédentarité totale ou d'une alimentation saturée en produits ultra transformés. C'est une aide ponctuelle, un accompagnateur de fond. Donc si les fondations de l'hygiène de vie sont délabrées, la plante ne pourra proposer qu'un pansement temporaire. Exactement. Elle sera incapable d'enrayer les inflammations profondes. C'est exactement comme tenter d'installer notre fameuse mise à jour logicielle de pointe sur un téléphone dont la batterie est à 1%, avec un écran brisé, un disque dur saturé de virus. L'analogie tient toujours. Le logiciel a beau être excellent, le matériel de base est trop compromis pour que le système fonctionne correctement. Pour résumer cette semaine d'observation à la loupe, le constat est clair. La tisane de menthe poivrée n'est pas censée provoquer un bouleversement métabolique fulgurant le premier jour. Non, elle agit avec la discrétion d'un mécanicien de précision. C'est un outil d'une accessibilité redoutable pour lisser les inconfants du système digestif. Et pour maintenir un niveau de concentration intellectuelle sans recourir à l'artillerie lourde des excitants nerveux, Ce sont ces micro-réglages, lorsqu'ils sont appliqués avec une constance méthodique au fil des jours, qui finissent par générer un confort de vie remarquablement stable. la sagesse réside donc dans l'écoute de ces micro-changements. L'étude de 7 jours démontre que l'utilisateur doit devenir l'observateur de sa propre physiologie. Noter comment son système réagit, identifier le moment optimal dans sa propre journée pour bénéficier de cette fraîcheur cognitive et ajuster l'infusion selon les signaux de son corps. Au final, la connaissance détaillée de ces mécanismes, depuis les récepteurs TRPM8 jusqu'au système olfactif, ça donne simplement le mode d'emploi pour utiliser la nature avec intelligence. Et justement, après avoir analysé en détail cette cascade de réactions moléculaires, il y a une dernière réflexion particulièrement intrigante qui émerge de toutes ces données. Ah oui, laquelle? Eh bien, nous savons désormais que l'intégralité du pouvoir de cette boisson repose sur la capacité d'une molécule spécifique, le menthol, à s'emboîter parfaitement dans nos récepteurs nerveux. Le menthol est la quintessence du code source, oui. Mais si l'on pousse le raisonnement un grand plus loin, on est forcé de s'interroger sur l'origine même de ce code. Tu veux dire à quel point l'environnement extérieur, le milieu dans lequel la plante a lutté pour grandir, modifie la puissance de cette charge biochimique interne. Exactement. L'écologie végétale apporte une réponse très claire à cette question. La notion de terroir que l'on réserve généralement au vin, elle s'applique avec une violence égale aux plantes médicinales. Donc, la concentration en huiles essentielles d'une feuille de menthe n'est pas fixe. Pas du tout. Elle fluctue drastiquement en fonction du stress imposé par la nature, la rudesse du climat, la composition minérale du sol, l'inclinaison des pentes ou l'intensité des rayonnements ultraviolets. C'est vertigineux d'y penser. On est en droit de se demander si une petite feuille de menthe qui a poussé paisiblement sur le rebord d'une fenêtre d'appartement, dans un terreau en sac, nourrie à l'eau courante sans jamais affronter le moindre vent. Oui, est-ce qu'elle possède la même densité biochimique, la même virulence pharmacologique? Exactement. Par rapport à une plante sauvage qui a dû se battre pour survivre sur un sol rocailleux en altitude, sous un soleil écrasant, et qui pour se défendre a dû concentrer ses essences à l'extrême. C'est ça. L'histoire du végétal, les épreuves de son environnement, ça détermine probablement la qualité de la mise à jour que l'on s'apprête à télécharger dans nos propres cellules.
L'interaction complexe entre la dureté de la Terre et la chimie de notre digestion, voilà une idée fascinante à méditer profondément, en silence, la prochaine fois qu'on regardera ces petites feuilles vertes tourbillonner et libérer leur mystère dans l'eau chaude pendant ces fameuses 5 à 10 minutes.